Pourquoi s'expatrier, c'est l'une des meilleures décisions quand on est jeune, du moins financière, du moins entrepreneuriale. C'est un sujet un peu controversé. Quand t'es jeune, t'as pour le moment pas trop construit. T'es encore dans une phase de découverte où t'as pas encore construit ta vie affective, ta vie familiale, ta vie financière, ton entreprise. Ça démarre, il y a beaucoup plus de possibilités et finalement plus tu vieillis, plus t'élimines des choix. Aussi t'affines ton goût, par exemple dans l'entrepreneuriat, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, t'élimines. Quand t'es jeune, il y a plein de choses qui est possible. Le truc, d'un point de vue financier, s'expatrier dans un pays dont la qualité de vie est super et en même temps peut-être le coût de la vie est assez faible, ça peut avoir un impact qui est énorme. Souvent quand t'es dans cette phase de construction, t'es pas dans une phase où tu profites de la vie, t'es dans une phase où t'as besoin de bosser pour construire ton business. Ça peut être une excellente solution de se dire quand on est jeune, tu lances ton business et tu vas partir, voilà, je sais pas, pendant 5 ans dans un pays à la fois avec une fiscalité un peu faible et de l'autre dans un pays où le coût de la vie aussi est plus faible. Ça te permet d'avoir un effet ciseau. À la fois tu gagnes sur les taxes et à la fois tu gagnes sur le coût de la vie. Ça te permet de capitaliser, de mettre beaucoup d'épargne très rapidement. Tu bosses sur ton projet, sur ton entreprise croît, etc. T'es concentré. Tu capitalises de manière importante sur une période de temps court et à un moment donné, quand ton entreprise est un peu plus développée, là tu peux commencer à souffler. Et il y a un point qui est jamais mis en avant et ça je voudrais le mettre en avant. Si tu pars dans un pays européen avec une fiscalité qui est douce, donc par exemple aujourd'hui t'as la Roumanie, t'as la Lettonie, t'as l'Estonie. Ce qui est incroyable, c'est que tu bosses 5 ans, voilà, tu fais ton cycle de 5 ans, tu cravaches, tu épargnes, tu investis cet argent dans des projets. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, passé cette période-là de temps, si tu décides de revenir en France, tu pourras garder ton entreprise et laisser ton patrimoine dans cette entreprise. Bien sûr, tu devras créer une entreprise en France pour ton activité opérationnelle, parce que tu travailles depuis la France, donc tu dois payer des impôts en France sur ton activité opérationnelle. Mais finalement, l'entreprise que tu as créée, où tu as bossé pendant 5 ans et que tu as capitalisé, tu t'es créé une sorte de forteresse qui va rester dans le pays et pour lequel, d'un point de vue fiscal, ça posera pas un problème que l'impôt soit payé dans le pays. Au niveau juridique, il y a certaines protections. On peut pas accuser un pays européen d'être un paradis fiscal. Les deux axes de redressement d'un point de vue fiscal, c'est le fait de dire que finalement t'exerces pas dans le pays où est l'activité, finalement t'exerces ton activité depuis en France alors que ton entreprise est offshore. Il y a deux outils pour redresser fiscalement une société étrangère. Le premier, c'est de dire que tu as créé cette entreprise juste d'un point de vue fiscal et donc qu'il n'y a pas de raison autre que fiscale. Donc on appelle ça l'abus de droit et juste sur ce principe-là, si tu as cherché principalement et exclusivement le biais fiscal, alors on peut redresser juste sur ce motif-là. Sauf que si tu as vécu 5 ans dans un pays, que tu t'es installé, que tu as bossé, etc., le fait que tu as été dans ce pays-là, c'est pas exclusivement et principalement fiscal. Tu as eu une activité sur place, tu as eu un choix de vie, peut-être que tu as rencontré aussi quelqu'un là-bas, tu as créé finalement une vie quand tu étais jeune sur place. Il y a une raison pour laquelle tu avais créé ton entreprise. Tu as bossé pendant pas mal d'années sur le sol où tu étais. Donc on peut pas accuser cette entreprise-là de redresser sur ce motif-là. L'administration a le deuxième outil, c'est de dire qu'en fait, la boîte a une activité en France. Elle a un établissement stable, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui prend des décisions, qui travaille, il y a peut-être des bureaux, des salariés. Sauf que finalement, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes critères entre une activité commerciale et une activité de placement de capitaux. Il n'y a pas un travail qui est fait lorsque juste une société place ses fonds. La société a généré son argent et finalement, c'est son argent. Elle a le droit de placer son argent. T'es pas en train de travailler pour déployer une activité. Tu fais pas du trading. La société place son argent. Pour ces raisons-là, en fait, tu pourras garder ton patrimoine dans le pays à fiscalité douce tout en étant en France. Et là, on en revient à un principe. Donc, si ta vie rêvée, c'est d'être en France, peut-être que ça l'est pas, mais ça peut valoir le coup. Donc, de passer 5 ans, de capitaliser, d'avoir plusieurs millions d'euros qui sont dans un coffre-fort finalement légalement dans ta société que tu as accumulé et qui va toute sa vie capitaliser, donc pas payer les 25% d'impôt sur les sociétés. Mais par exemple, si tu es en Lettonie, tu ne payes pas d'impôt sur les sociétés si les revenus sont pas distribués. Donc ça va capitaliser sans impôt. Les impôts qui sont élevés en France, si tu ne les payes que sur ton activité, mais pas finalement sur ton patrimoine, c'est pas grand chose. Si tes revenus de ton patrimoine sont relativement élevés, finalement que tu payes 50% pour consommer, tu t'en fous parce que une grosse partie de ton patrimoine qui est sauvé. Tu vois, Bernard Arnault, la fortune familiale, bon, ça pourrait être remis en cause et redressé parce que pour le coup, il a assez peu de liens avec la Belgique, mais il y a le patrimoine familial qui a été mis dans les sociétés en Belgique parce qu'il y a certains critères
critères fiscaux comme les intérêts notionnels, etc., qui permettent de réduire l'impôt sur les sociétés, voilà, sur plein voilà, il y a un régime fiscal qui est intéressant. Lui, il a été Bernard Arnault, jusqu'à démembrer, ça séparer la nue propriété de l'usufruit de ses actions pour pouvoir les transmettre beaucoup plus facilement, etc. Donc là, on entre dans des montages qui sont un peu plus élaborés. Ouais. Mais en même temps, c'est le droit, hein. Quand tu le connais, ça devient très intéressant. Ah bah oui. Le droit, c'est un truc de bourgeois. Quand t'es un bourgeois, c'est pour défendre tes intérêts. Et quand tu viens d'en bas, c'est pour te faire taper dessus. Donc, deviens un bourgeois et apprends les règles du jeu pour pouvoir y jouer. Donc voilà, moi, mon pari, je suis en Roumanie. J'adore la Roumanie. J'ai fait ma vie sur place. J'ai fondé mon couple. Donc, d'une certaine manière, ma cellule familiale, tu vois, ici. J'ai acheté de l'immobilier. Donc, j'ai vraiment une vraie attache. Je suis 330 jours par an. J'ai mon activité ici, salarié, etc. Donc, il n'y a pas plus implanté. Mais je sais que si un jour je voulais déménager, je pourrais laisser mon patrimoine ici. Ça serait incroyable ce que ça permet. Une autre astuce aussi, c'est que dans beaucoup de pays, l'immobilier est taxé que dans le pays où il est et pas en France, par exemple. Si tu reviens vivre en France, par exemple, moi, les biens immobiliers, s'ils étaient à titre personnel, ce qui sont pas, ils sont sur une entreprise, mais s'ils étaient à titre personnel, par exemple, les loyers que je toucherais de ces biens immobiliers-là ne seraient taxés qu'en Roumanie et pas en France. C'est la convention fiscale. Donc ça voudrait dire que je pourrais avoir des revenus qui sont taxés qu'à 10%, puisque le taux d'impôt sur le revenu ici est qu'à 10%. Si j'ai 10 000 euros de loyer par mois, j'aurais 10 000 euros, je peux vivre en France, mais que taxé à 10%, même si je vis en France. Donc il y a plein comme ça je vais pas dire de brèches, parce qu'en fait ça a été pensé, ça a été décidé, et donc c'est pas une brèche, c'est des décisions qui sont assumées par les États au niveau du droit qui te sécurise. C'est pour ça que moi je pense que passer du temps à l'étranger, se construire son entreprise, etc., se sacrifier, mais peut-être se sacrifier le moins possible, c'est-à-dire d'aller dans un pays où c'est cool, même si voilà, c'est pas ta rich life à Paris, dans le plus bel appartement haussmannien, etc. D'accepter un petit peu de délayer la gratification immédiate pendant 5 ans, tu capitalises, et après, si c'est ta vie rêvée, tu la vis, mais 5 ans plus tard. Qu'est-ce que c'est 5 ans dans une vie? Toute ta vie, cet argent-là travaillera pour toi sans que tu aies rien à faire. En termes d'impact, en termes de boule de neige, c'est tellement incroyable. Je comprends l'idée que c'est important de vivre dans un pays où on est bien et de pas aller dans un pays que pour des raisons fiscales, mais je trouve que c'est dommage de pas le faire de manière temporaire pendant 5 ans, tu vois, le temps de vraiment construire ton projet, de faire la boule de neige, etc. Tu te serres un peu la ceinture. De toute façon, t'es occupé à bosser parce que il faut bosser au départ, et après tu kiffes au centuple comparé à tous les efforts que t'aurais fait si t'étais resté en France, etc. Et une fois que tu reviens en France, tu déploies les leviers bancaires, tu commences à faire de l'immobilier à crédit, etc. Tu rejoues un autre jeu où tu vas utiliser d'autres leviers qui seront encore plus faciles d'activer parce que t'as du capital. Dis-moi, ça relève de l'esprit de l'investisseur, ça aussi, capable d'évaluer. Alors là, il y a déjà la connaissance, un peu technique, la curiosité technique, mais c'est quand même une prise de décision par rapport à une vue à moyen et long terme, la capacité de remettre en perspective, de ne pas être complètement dans l'immédiateté, de savoir, comme tu as dit, délayer la gratification immédiate. Et la gratification, voilà. Est-ce que c'est un réel sacrifice d'avoir délayé pendant 5 ans? Est-ce que c'est quand t'as 18, 20 ans, t'as délayé 5 ans, puis à 25, 30 ans, tu vois, tu kiffes grave. C'est même ceux qui sacrifient leur vie, c'est pour gagner quelque chose de supérieur. Qui sacrifie? Ouais. Est-ce que c'est celui qui part coffrer, entre guillemets, et après investir, etc. Ou est-ce que c'est celui qui, pour une gratification immédiate, sera obligé d'être prisonnier de sa rat race entrepreneuriale pour subvenir à son désir qui a été immédiat? Moi, je crois beaucoup, on en parlait en dehors, c'est la maîtrise des désirs. L'idée épicurien, c'est pas de profiter, justement, c'est la réflexion autour du désir, des besoins, et de chercher déjà à avoir une connaissance et une certaine maîtrise, une certaine ascèse. Ça veut pas dire vivre comme un moine, ça veut dire réfléchir dessus, ne pas laisser son désir nous contrôler, être une cause qui nous échappe. C'est pour ça que la gratification différée me semble importante. C'est un point qui est souvent négligé, c'est que si tu fais ta vie à l'étranger, c'est-à-dire que tu rencontres la personne qui va partager ta vie à l'étranger, il y a de grandes chances que la France quand même jouit d'une certaine aura, une certaine attractivité. C'est un peu un rêve pour beaucoup de pays étrangers de vivre à Paris. Et donc il y a quand même de grandes chances qu'en ayant fait ta vie autre part, tu puisses revenir, c'est-à-dire que la personne qui partage ta vie puisse rêver de la même vie que tu rêves aussi. Là-dessus, la plupart des gens font l'inverse, construisent leur vie peut-être avant leur entreprise, et après se retrouvent bloqués, femme ou mari, enfant. Là, tu peux plus t'expatrier. Quand tu dois traîner quelqu'un qui a pas envie de partir et que t'as des enfants, juste pour des raisons financières, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire sa vie en étant dans un autre pays, ou quand on revient après, parce que t'as permis quelque chose de possible, alors que si t'avais été un peu trop vite, tu te serais
poings liés, enchaînés, sans aucune possibilité, quoi. L'homme est libre, mais partout il est dans les fers. Et là, ça se confirme. Encore plus les femmes, puisque c'est les femmes qui s'occupent encore aujourd'hui plus des enfants, Oui. de la charge mentale de la maison. Ouais, mais en même temps, elles peuvent plus bouger. Si elles doivent rester en tout cas pendant une certaine période, mères au foyer, elles sont plus mobiles. Donc elles peuvent suivre le mari. Et l'expatriation fonctionne souvent comme ça. C'est le mari qui est expatrié et la famille y suit. Donc c'est pas nécessairement contradictoire. Ce que je mettais en avant, c'est quand t'as une femme et que tu fondes une famille, souvent la charge de la famille sera un peu plus élevée. Et c'est dommage, mais c'est juste une réalité aujourd'hui. T'auras encore plus de charges que souvent que le compagnon, ou alors t'es suffisamment intelligente pour bien responsabiliser le gars, intelligente et tenir le foyer d'une main de fer. J'irais même encore plus tenace qu'intelligente. Alors tu disais que c'était controversé. Pourquoi? Alors t'as développé les avantages qui sont très clairs de partir jeune à l'étranger, en tout cas pour un temps déterminé. Les détracteurs de cette idée-là, de cette démarche-là, ils disent quoi? Non, c'est pas controversé. Le fait d'attendre un petit peu pour créer sa vie perso, c'est une idée que souvent les gens n'ont pas envie d'entendre. D'abord fais ton business avant de fonder une famille. Les gens n'ont pas envie de ça en général.